Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de la CEDEAO et de ses 50 ans. Le président de la commission dresse un bilan et appelle à des actions concrètes. Le président de la commission de la CEDEAO, dans un message, a dressé le bilan à l'occasion des 50 ans de l'organisation sous-régionale. Son Excellence Aliou Omar Touré est revenu sur plusieurs aspects du parcours de la CEDEAO, les avantages et les réalisations faites par l'organisation sous-régionale, sans manquer aussi de voir les défis auxquels l'organisation sous-régionale est confrontée. Dans son message, il dit ceci: pour les 50 ans à venir, donc, ou bien pour la suite, envisageons les 50 prochaines années, osons rêver avec audace et agir avec détermination. L'avenir de la CEDEAO doit être plus prometteur, plus écologique, plus inclusif et plus sûr. Il doit reposer sur l'innovation, la viabilité et la conviction profonde que notre force réside dans notre unité. À nos pères fondateurs, nous disons merci. À nos États membres, institutions partenaires et citoyens, nous disons le voyage continue. Ensemble, nous construirons la CEDEAO de demain, une CEDEAO de paix, de prospérité et de dignité. Et pour tous, joyeux anniversaire à tous. Voilà, en quelques extraits de ce message du président en exercice du président de la Commission de l'Union africaine et de la CEDEAO, excusez-moi. Nous en parlons avec nos invités. Je veux bien commencer par vous. Credo Tété, la CEDEAO à 50 ans, c'est l'occasion bien évidemment de faire le bilan et de se projeter dans l'avenir. Oui, justement, c'est cet exercice que le président de la commission de la CEDEAO a fait en adressant un message à toute la communauté ouest-africaine. Donc c'est également vrai que dans ce message, il a appelé à l'unité, à l'union des peuples de la CEDEAO, et également il a eu l'humilité de reconnaître que les 50 ans d'existence n'ont pas été uniquement roses, qu'il y a des défis aujourd'hui, qu'il y a eu des échecs. Et ces échecs constituent pour les 50 prochaines années des défis que doivent relever la communauté ouest-africaine, la CEDEAO. Il nous en souvient que la CEDEAO a été créée en 1975 avec un objectif, c'est l'intégration sous-régionale ou l'intégration régionale. On doit se poser la question, est-ce que cette dynamique est toujours d'actualité? Parce que on a vu que sur le volet de l'intégration régionale, beaucoup de succès ont été engrangés, mais la communication n'a pas suivi pour que les populations de la CEDEAO puissent savoir les bénéfices en termes d'intégration régionale. Je donnerai uniquement comme exemple aujourd'hui l'effectivité de du passeport de la CEDEAO qui est une réalité. Il y a le tarif extérieur commun qui est également une réalité et d'autres entités régionales sont aujourd'hui en train de prendre exemple sur notre CEDEAO. Mais bref, sur le côté intégration régionale, beaucoup de chantiers ont été évidemment faits, mais la CEDEAO, pas sur l'aspect politique ces dernières années, a essayé de ternir juste son image. En parlant de la démocratie et de la bonne gouvernance, c'est comme si à un certain moment, il y avait une politique de 2 poids, 2 mesures. Donc, c'est à la tête du client que la CEDEAO réagit lorsqu'il y a des soucis au sein de la communauté. Donc, voilà des chantiers sur lesquels la commission de la CEDEAO, ensemble avec la conférence des chefs d'État, doivent travailler pour amener encore les populations à ne plus penser à une CEDEAO des chefs d'État, mais réellement à se voir impliqués dans les actions communautaires pour qu'on puisse arriver à la CEDEAO des peuples. Mais pour y arriver également, il faudrait interroger le management même de la commission de la CEDEAO. C'est vrai que les grandes décisions sont prises au sommet des chefs d'État qui constitue la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, mais au niveau de l'organe technique qu'est la commission de la CEDEAO, il faut réfléchir également
à un nouveau management. Un nouveau management avec un président qui développe un certain charisme, mais aussi et surtout avec des commissaires pays qui ont l'amour pour la communauté. Je le disais tantôt, aujourd'hui, si la CEDEAO est critiquée, c'est beaucoup plus sur le terrain de l'action politique. Et cette action politique est portée en premier par une des commissions de la CEDEAO, la commission Affaires politiques, paix et sécurité. Mais lorsque vous avez une personne qui n'est pas assez sage, une personne qui n'a pas les bons mots, qui ne dispose pas de tous les outils pour lever des succès à l'image de la CEDEAO, on peut s'interroger. Donc, au-delà du management global, il va falloir que la CEDEAO, l'année prochaine, 2026, je crois qu'on doit renouveler les instances même de la commission de la CEDEAO, que les chefs d'État y envoient des gens qui ont à cœur l'évolution même de la CEDEAO. Alors, Samirou Osama, la CEDEAO célèbre ses 50 ans, occasion de faire son bilan et de se projeter dans l'avenir. C'est ce qu'a essayé de faire le président de la commission, son Excellence Omar Aliou Touré, docteur Omar Aliou Touré, président de la commission de la CEDEAO, à travers ce message. Ben écoutez, docteur Guillaume, vous conviendrez avec moi que la CEDEAO, c'est la meilleure des choses qui nous soit arrivée au cours de ces 50 dernières années. C'est une chose merveilleuse. Ça a été, je dirais, l'une des réussites des pères fondateurs. On ne pouvait pas rêver mieux que la CEDEAO. C'est un instrument qui a permis de faire un certain nombre d'avancées dans plusieurs secteurs d'activité. Même s'il faut reconnaître qu'il y a également des difficultés que nous avons rencontrées, des défis qui se présentent à nous véritablement. Parce qu'en fait, cette célébration intervient dans une période trouble. Trouble parce que nous avons vu 3 pays frères quitter la CEDEAO. Nous avons vu 3 pays qui partagent avec les autres pays des liens historiques, des liens culturels, des liens de destin commun, quitter le navire CEDEAO. Nous avons vu dans cette période trouble également une CEDEAO marquée par des manœuvres de déstabilisation politique, des violences des djihadistes, qu'a connu un certain nombre de pays, notamment le Nigeria, le Niger et les pays traditionnellement envahis par les groupes djihadistes que le Burkina Faso et le Mali. Donc en fait, moi je voudrais simplement dire quelque chose qu'on peut reprocher à la CEDEAO. Nous avons reçu une intégration régionale sur le continent africain. Parce qu'en fait, quand vous faites une analyse globale, quand vous prenez par exemple l'Union européenne où les échanges, je dirais beaucoup plus, les échanges commerciaux, la libre circulation des biens de personnes n'est pas à un taux de 100%. Ça veut dire qu'il y a énormément de barrières qui empêchent l'intégration globale donc, de cet espace européen. Et quand vous prenez sur le continent africain, la CEDEAO est la seule institution sous-régionale qui, dans le temps, était considérée comme le pilier de la stabilité de l'Afrique subsaharienne, donc l'Afrique de l'Ouest. Et la CEDEAO est le seul bloc régional qui a réussi une intégration économique à plus de 15 à 20% d'intégration. Vous ne verrez nulle part une organisation ayant reçu cela sur le continent africain. Donc c'est une fierté pour nous. C'est une réussite. Malgré les difficultés qu'on peut recenser, malgré tout ce qu'on peut reprocher à la CEDEAO, nous avons réussi véritablement à aller de l'avant. Parce qu'en fait, quand vous prenez aujourd'hui le discours des chefs d'État de gouvernement de la CEDEAO, nous ne sommes pas dans un discours de confrontation, nous ne sommes pas dans un discours d'insulte, dans un discours de jeter l'opprobre sur nos frères du Sahel. Nous les considérons comme nos frères, parce que nous avons des liens historiques, des liens culturels, des liens de destinée. Et la preuve, vous avez vu les vœux qui ont été exprimés par ceux qui étaient là, notamment le seul vivant des pères fondateurs donc de la CEDEAO, son souhait de voir les pays revenir au sein de la CEDEAO, les pays comme le Niger, les pays comme le Mali, les pays comme le Burkina Faso, qui ont quitté donc la CEDEAO suite à des coups d'État dans leur pays et qui ont estimé que la CEDEAO n'avait pas beaucoup fait dans le domaine sécuritaire, notamment pour apporter leur soutien, pour
leur apporter un soutien dans la lutte contre le djihadisme, les groupes terroristes qui sévissent donc au niveau donc de leur pays. Donc la CEDEAO est dans une approche d'inclusion. La CEDEAO est dans une approche de destin commun, d'initiative commune, de voir l'avenir en étant ensemble véritablement. Donc moi je voudrais simplement dire que le bilan, il n'est pas mitigé. Le bilan, il est salutaire. Parce que dans le domaine sécuritaire, vous vous rappelez bien les crises sécuritaires qui ont eu lieu au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée-Bissau. Nous avons, en Gambie plutôt, nous avons réussi véritablement à travers les Comog à l'époque, nous avons réussi, je parle de la CEDEAO, à apporter une solution véritablement. Vous vous rappelez bien la question du terrorisme au Mali en 2013, avant que la MINUSCO ne vienne prendre place, la CEDEAO avait engagé les troupes sur le terrain. Et les pays comme le Togo, le Niger, le Bénin à l'époque, nous avons envoyé des contingents au Mali. Ça veut dire que la CEDEAO a apporté une contribution dans la lutte contre le terrorisme. Et à l'époque, nous avons apporté une somme considérable en soutien donc aux autorités maliennes à l'époque. Donc dire qu'aujourd'hui que la CEDEAO n'a rien fait sur le plan sécuritaire, je pense que c'est aller trop loin. Sur le plan des infrastructures, vous savez que depuis un temps, nous avons entamé le projet de corridor Abidjan-Lagos. Et le Togo a bénéficié, dans ce sens-là, de la construction de routes. Quand vous prenez la route qui quitte le port en allant vers Sogosito et qui rentre dans le Ghana, ça, ce sont des œuvres palpables donc de la CEDEAO. Aujourd'hui, la CEDEAO a un ambitieux projet également, un corridor qui va véritablement, un corridor d'autoroute, c'est-à-dire une véritable révolution routière en termes d'infrastructure. C'est ça l'intégration régionale. Et vous savez également que en termes de libre circulation des biens et des personnes, nous avons réussi véritablement au-delà des barrières non tarifaires. Parce qu'en fait, ceux qui évoquent que c'est difficile de traverser la frontière d'Ila-Kondji par exemple, ou la frontière entre le Togo et le Bénin, l'argent que vous déboursez, ce n'est pas un tarif réglementaire, ce n'est pas une ressource qui rentre dans les caisses donc de l'État. Donc sur le plan de l'intégration économique, nous avons fait énormément des avancées, même si les défis sont énormes dans ce sens-là. Dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture, énormément de projets qui ont pris corps véritablement. Et donc, pour moi, le bilan, quoi qu'on dise, c'est un bilan salutaire, malgré les difficultés qu'on a rencontrées, malgré les défis qui se présentent à nous. Et les autorités, au niveau donc de la CEDEAO, sont conscients de ces défis, sont conscients de ces difficultés, et ils travaillent véritablement à ce que cette organisation soit une organisation exemplaire sur le continent africain. À vous suivre justement, on dirait que si vous étiez à la place d'Aliou Touré, vous allez faire un bilan en plus élogieux que ce qu'il a dressé, Samir. Oui. Il est dans son rôle véritable. Merci beaucoup. Alors, Samson Abidja, Aliou Touré fait le bilan des 50 ans de la CEDEAO et appelle à des actions concrètes. Oui, j'aimerais d'abord dire à la CEDEAO que s'ils ont besoin d'un nouveau porte-parole, je pense que M. Ouro-Sama ici pourra facilement et honorablement jouer ce rôle-là. Quand on parle de la CEDEAO, il faut quand même le rappeler, c'est quand même l'initiative de deux chefs d'État à l'époque. L'un qui est toujours vivant, Yakubu Goron, le général, et le général Gnassingbé Adema, qui de 72 à 75 se sont promenés dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest pour dire à leur père, il faut que nous allions vers une intégration, parce que notre survie en dépend. On peut remonter plus loin parce que Sylvanus Olympio aussi à l'époque défendait l'idée d'une intégration économique parce qu'il n'était pas tellement d'accord avec l'idée d'une intégration politique comme le défendait Nkrumah à l'époque. Donc pour lui, il fallait juste abolir les frontières douanières, les barrières douanières et permettre aux populations de circuler librement d'un côté et de l'autre au lieu de penser forcément à une république fédérale à l'époque. C'était un peu sa vision et c'est cette vision qui, selon beaucoup de personnes, a été reprise après par le groupe de Monrovia qui a après inspiré les gens comme Yakubu Goron et Gnassingbé Adema justement à mettre en place la CEDEAO. Ce qui m'intéresse, c'est un discours prononcé par le greffier en chef de la Cour de justice de la CEDEAO, qui s'appelle aussi Ouro-Sama, Yaouza Ouro-Sama. Et décidément, les Ouro-Sama aiment beaucoup la CEDEAO. Et qui dit ici qu'à l'époque de la CEDEAO, les États étaient en guerre, qui s'entre-déchiraient, et qu'il y avait aucun cadre de dialogue pour ces États-là. Et qu'il y avait des économies fragmentées et des pays non structurés. Ce qui est assez triste, c'est de voir qu'après 50 ans, les États sont toujours en guerre,
les économies ne sont toujours pas structurées et qu'il y a encore des économies vraiment fragmentées parce que nos pays, même s'ils partagent des géographies très similaires, continuent pas à faire des plans de développement complètement à part. Lorsqu'on voit par exemple un pays comme le Togo et le Bénin qui ne s'accordent pas pour faire des plans d'irrigation communs, qui ne s'accordent en rien alors qu'ils partagent par exemple la chaîne de la Takora, qu'ils partagent par exemple le bassin du Mono ensemble, on se demande comment est-ce que des politiques agricoles faites de façon séparée alors que l'espace géographique même vous unit, par quel miracle vous allez pouvoir vous en sortir. Et sur ce plan, l'avenir de la CEDEAO se joue à un truc assez simple. Quelle est la part de souveraineté que les États sont prêts à abandonner? C'est toute la question. Parce qu'à un moment donné, l'organisation ressemblait plus à un syndicat de présidents, entre guillemets, mal élus ou pas élus, qu'à une organisation qui cherche à servir les intérêts des populations à la base. Et si ça ne marche pas, si aujourd'hui on a encore des gens qui se font racketter aux frontières, c'est parce que les États ferment les yeux sur ces genres de pratiques. Vous n'allez pas me dire qu'un pays comme le Ghana ne sait pas que quand vous allez à Songakopé, à un moment donné, on vous fait descendre du bus, ceux qui ne parlent pas un anglais, pidgins à la ghanéenne, sont rackettés de 1000 francs ou de 5 cedis avant de remonter dans le véhicule pour aller à Accra. C'est ça très bien parce que c'est des choses qui se passent au vu et au su de tout le monde et c'est des corps habillés qui sont à ce genre de manœuvre. C'est parce que les États ne veulent pas abandonner un pan de leur souveraineté qu'on n'a pas de parlement de la CEDEAO qui soit vraiment significatif parce que on aurait pu avoir des élections comme on a les élections européennes où les populations eux-mêmes votent pour les députés qui vont siéger à la CEDEAO. Ils auraient plus de parole que lorsqu'on prend des gens qui sont élus d'abord pour leur pays ici et qu'on les envoie là-bas. Vous voyez, leur marge de manœuvre est assez réduite. Donc ils vont juste émettre des avis consultatifs, mais ne pas pouvoir légiférer ou pouvoir influencer véritablement les politiques d'infrastructure, les politiques de développement au niveau des États. Donc aussi longtemps que les pays ne seront pas d'accord, n'auront pas cette volonté-là d'abandonner une partie de leur souveraineté au niveau des frontières communes pour que des politiques soient décidées à une échelle supranationale et leur soient imposées à l'échelle nationale. Aussi longtemps que ça serait de cette façon, la CEDEAO continuera par avancer, mais continuera aussi par beaucoup patiner. Et pour corriger un peu ce que vous venez de dire, Ourossama, depuis près de 10 ans, nous avons été devancés sur tous les indicateurs par la communauté des États de l'Afrique de l'Est, parce qu'ils ont pu faire plus de volonté dans le sens de l'abandon de la souveraineté sur beaucoup de points par rapport à nous. Donc, j'invite les États, les gouvernements, à choisir si nous voulons aller vers une CEDEAO des peuples. Il faudra que les États meurent un peu pour que la CEDEAO des peuples puisse naître. Alors oui, Credo, malgré le bilan que vous faites, on dirait c'est un bilan beaucoup plus élogieux entre vous et Samir que pour ce que fait Samson. Mais apparemment, il y a de gros défis à relever, surtout en ce moment où la CEDEAO s'illustre par ce départ. Il y a de cela... disons, un an annoncé puis officialisé en ce début d'année par les pays du Sahel central, le Burkina, le Mali et le Niger. Est-ce qu'il n'y a pas réellement besoin de repenser la CEDEAO? Oui, je dirais d'emblée que je ne suis pas dans un rôle de communicateur pour la CEDEAO, parce que nous sommes en train de parler des 50 ans d'existence de la CEDEAO, donc il y a des hauts, il y a des bas, mais qu'on souffre également de relever les insuffisances aujourd'hui de la CEDEAO. Les insuffisances, c'est vrai, les mécanismes sont mis en place pour la libre circulation des personnes et des biens, et c'est ça qui doit normalement déterminer le dynamisme de l'intégration régionale. Et la CEDEAO a adopté les meilleurs tests sur la libre circulation des personnes et des biens, mais on constate aujourd'hui qu'avec tous les efforts qui sont consentis au sommet de la CEDEAO, il y a toujours les difficultés transfrontalières. Est-ce que ces difficultés, on peut les imputer à la commission de la CEDEAO? Je dis non, c'est aux États membres de mettre en pratique cela. Donc aujourd'hui, lorsque vous voulez aller au Bénin, donc il y a toujours les difficultés. Pour la libre circulation des personnes et des biens, on a toujours nos douanes qui sont inefficaces. Qui sont inefficaces parce que il n'y a pas un suivi qui soit fait véritablement au niveau des États membres. L'exemple du Ghana, Samson l'a donné. Et c'est tellement gênant. Et moi, je connais même des citoyens de la CEDEAO qui préfèrent aller au Ghana par avion
que par la route. Parce que les tracasseries, les embêtements, les raquettes sont sur tout le chemin, donc c'est vraiment avilissant. Mais est-ce qu'on peut dire qu'on est au sommet de ces États frontaliers, est-ce qu'ils n'ont pas une bonne connaissance des mécanismes, des outils mis en place par la CEDEAO? Donc moi je crois que c'est une volonté qui est absente pour appliquer les textes comme cela se doit. Donc ça, la CEDEAO doit travailler encore sur cet aspect, la libre circulation des personnes et des biens. Et également, vous savez, en parlant de la souveraineté des États, est-ce qu'on peut ôter une partie de cette souveraineté? Donc je dis, les États sont souverains et les États ont décidé de converger vers une intégration régionale. Cela ne doit pas amputer une partie de leur souveraineté. Mais ça doit beaucoup plus demander des efforts, des participations à la réflexion. Et vous savez, au niveau, si nous prenons la CEDEAO, là je rejoins Ouro-Sama, la CEDEAO est l'une des institutions sous-régionales qui soit solide encore aujourd'hui. Même au niveau de l'Afrique centrale, il peine à avoir une dynamique assez solide et qui ait rencontré des succès. Je parlais tantôt du TEC, du tarif extérieur commun. Est-ce que vous savez que c'est aujourd'hui, c'est en ce moment ou bien quelques mois seulement que la question est au niveau même de l'Union africaine avec la ZLECAf. Donc ce progrès est à saluer également. Donc il y a des défis qui s'imposent aujourd'hui à la CEDEAO. Il faut que au niveau de la CEDEAO qu'on réfléchisse beaucoup plus les peuples que les dirigeants. Que les peuples soient mis devant et qu'on réfléchisse par les peuples et non par les dirigeants. Et que les dirigeants de la CEDEAO, au niveau de leurs États, sachent qu'ils ont un rôle à jouer pour le rayonnement de la CEDEAO. Et la CEDEAO est jugée aujourd'hui beaucoup plus. Et c'est ce que j'ai dit dans mon premier développement. Les succès sont sur le plan des mécanismes, des outils dont on dispose pour l'intégration sous-régionale. Mais les échecs de la CEDEAO, c'est la CEDEAO politique qui a consacré des pans d'échecs. Oui, Samir, rapidement. Ben écoutez Guillaume, je voudrais peut-être apporter deux ou trois défis auxquels sont confrontés donc l'institution sous-régionale. Le premier défi, c'est le défi sécuritaire. Parce qu'en fait, quand vous prenez l'espace communautaire, c'est vrai que nos amis du Niger, du Mali et puis du Burkina Faso ont quitté l'organisation sous-régionale, mais en fait, le Sahel est classé en 2024 comme l'épicentre mondial du terrorisme pour la deuxième année consécutive par l'indice du terrorisme mondial. Et ça se voit sur le terrain. Le Togo victime des violences djihadistes, des incursions des terroristes, le Niger, le Bénin, le Nigeria et tout. Et donc en fait c'est un défi que nous devons relever parce que qui parle donc d'intégration économique, qui parle de libre circulation des biens des personnes, parle de sécurité. C'est pour ça en fait dans le discours donc du président de la commission de la CEDEAO, il a dit l'objectif reste le même, la paix, la sécurité, la prospérité. Le deuxième défi, je pense qu'il a souligné, c'est la question de l'énergie. Il a dit dans son adresse que l'énergie coûte plus cher dans l'espace communautaire parce qu'en fait nous avons un espace où nous n'avons pas la souveraineté énergétique. Nous ne produisons pas suffisamment d'énergie pour qu'on puisse véritablement utiliser cette énergie-là pour le développement industriel donc, de nos pays. Le troisième défi, c'est le défi de la formation et de l'éducation de la jeunesse. Et je pense qu'il a également évoqué, parce que quand vous prenez la population de la CEDEAO qui est à pratiquement 400 millions, plus de 60 à 70% est constitué par la population jeune. Donc il n'y a que des jeunes qui sont en majoritaire véritablement en termes de population. Donc il a dit que dans le cadre du programme Vision 2050 de la CEDEAO, c'est qu'on puisse investir davantage donc dans l'éducation, dans la formation professionnelle des jeunes. Et pour finir, si vous le permettez... Rapidement. Oui, pour finir, c'est pour dire qu'en fait, la question d'application immédiate des tests communautaires, quand la CEDEAO adopte par exemple des protocoles, quand la CEDEAO adopte un certain nombre de décisions, en droit, les décisions communautaires sont d'application directe, sont d'application immédiate. Un test communautaire n'a pas besoin de transposition en droit interne, véritablement. Donc, en fait, le problème
au niveau donc de nos frontières, le problème au niveau de la libre circulation des personnes et des biens, en fait, c'est un problème qui doit être c'est un problème qui incombe donc au pays, parce que qui parle de la CEDEAO parle avant tout donc des pays et donc cette situation là nous incombe tous et nous devons faire en sorte que cela se corrige sur le terrain. Beaucoup, Samson. Oui, non, j'aimerais juste dire que tout est une question de souveraineté et d'abandon d'un plan de souveraineté. Credo Lakelma dit, lorsque les organisations veulent créer une dynamique d'intégration, c'est comme on dit souvent chez nous, on ne peut pas aller se laver et cacher sa nudité. Il faut à un moment donné laisser une partie de la souveraineté, comme l'a fait l'Europe, l'Union européenne, pour pouvoir avoir des institutions totalement souverain. Exactement. Quand on est dans et quand on voulait une CEDEAO des peuples, il faudrait que les peuples puissent directement élire une partie ou toute partie des personnes qui siègent dans cette institution-là et indirectement, c'est la souveraineté de l'État. C'est la souveraineté de l'État qui est toujours amoché. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. C'est une question de ressources financières. Assez de temps. Quelques secondes. Non, mais moi, c'est juste pour rassurer. Je ne suis pas inquiet. Sur le volet du Parlement de la CEDEAO que des réflexions sont en cours. Peut-être que nous arriverons tôt. Pour la monnaie. Nous arriverons tôt ou bien très bientôt à ce que le Parlement européen connaît aujourd'hui en mode d'élection. Merci beaucoup. N'oublions pas que nous devons pour vos contributions. Il est l'heure de marquer la pause pour le journal. On reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.